Et salut à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de GM Web3 comme chaque mardi, chaque mercredi et chaque vendredi matin en direct sur Twitter, sur YouTube et aujourd'hui exceptionnellement sur LinkedIn. Alors, c'est exceptionnel mais c'est de plus en plus fréquent parce que j'ai de plus en plus de demandes de la part des personnes qui me suivent sur LinkedIn de retransmettre les émissions en direct. Donc peu importe d'où vous nous suivez, n'hésitez pas et n'oubliez pas eh bien, de vous abonner. N'oubliez pas aussi que l'émission est interactive et que vous pouvez à tout moment poser vos questions directement dans les commentaires. Salut à Stéphanie, salut à Jérémy, très joli prénom par ailleurs. Bienvenue à tous. Alors, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va avoir deux invités exceptionnels. D'abord, je recevrai Alexandre Lourimi, avocat associé auprès du cabinet Orwell Avocat, avec lequel on parlera bien de son parcours, mais aussi évidemment de réglementation, de fiscalité autour des actifs numériques. On parlera évidemment du contexte français, européen et international du point de vue des entreprises et des projets Web3 qui l'accompagnent depuis des années maintenant. Et bien ensuite, je recevrai Rémi Dallis, que vous commencez peut-être un peu à connaître, puisque ce sera sa troisième participation dans l'émission. Il reviendra sur ces cas d'enlèvement et de tentatives de kidnapping qui touchent l'écosystème Web3 depuis des mois maintenant. Il nous donnera toutes les bonnes pratiques qu'il nous recommande pour se protéger autant que faire se peut de cette insécurité, allons-nous dire, systémique à laquelle malheureusement on assiste dans notre écosystème et pas que. En tout cas, voilà, on se concentrera sur ça. Donc, que vous soyez exposé à l'écosystème crypto ou même que vous soyez un simple détenteur d'actifs numériques, malheureusement aujourd'hui, ils en veulent à votre wallet. D'ailleurs, ce titre, ils en veulent à votre wallet, eh bien, il sera transversal dans notre émission, puisqu'on parlera évidemment du fisc. Ils en veulent à vos cryptos, la réglementation aussi, qui veut les contrôler, les taxer. Et évidemment, on parlera de ces malfaiteurs qui en veulent à vos cryptos pour des raisons là quand même beaucoup plus dangereuses. Mais le parallèle est intéressant dans la limite évidemment de l'humour. Alors, avant de commencer, je tiens évidemment à remercier le partenaire de cette émission, l'école blockchain Alira, qui nous soutient depuis des mois et avec laquelle évidemment j'ai eu un lien assez particulier puisque je suis formateur au sein de cette école. Ce sont pour la plupart des amis. C'est une école dans laquelle j'ai moi-même fait ma formation et ils soutiennent cette émission depuis des mois. Ils la soutiennent comment? En organisant des concours de pitch, également en vous offrant 100 euros de remise sur l'ensemble de leur formation grâce au lien que vous trouverez dans la description de cette vidéo, mais également en description du podcast, si vous écoutez l'émission sur voilà, Spotify, Apple, etc., puisque c'est disponible juste après dessus. Et donc, cette école, depuis 2019 maintenant, propose tout type de formation autour des nouvelles technologies, donc la blockchain évidemment, la finance décentralisée, l'intelligence artificielle, les tokenomics. Et voilà, ce que je vous invite à faire, c'est à vous rendre sur leur site internet, prendre rendez-vous avec un conseiller en utilisant le code GRM100 et de voir quelle formation est celle qui vous convient. Et évidemment, grâce aux aides du Pôle emploi, du CPF, etc., ces formations peuvent vous revenir beaucoup moins cher, voire même ne rien vous coûter du tout. Moi, ça a été mon cas, par exemple, lorsque j'ai fait ma formation en consulting blockchain. Voilà, donc merci évidemment à tous. Avant de recevoir mon invité, n'oubliez pas de retweeter le lien si vous êtes sur Twitter, d'activer la cloche, de mettre des likes, des commentaires si vous êtes sur YouTube. Et sur LinkedIn, pareil, lâchez-vous dans les commentaires si vous avez la moindre question pour nos invités. On les relaiera en direct. Et comme ça, on fait l'émission tous ensemble. Voilà, alors moi, ce que je vous propose, si vous êtes prêts, c'est qu'on accueille mon invité du jour, Alexandre. À une session près, j'aurais suivi tes cours. Oui, effectivement, si vous faites la formation à l'IRA, il y a des chances que vous me retrouviez sur votre passage en marketing Web3 et en personal branding. Allez, c'est parti. On commence et je vais recevoir mon invité du jour, Alexandre Lourimi. Bonjour Alexandre, comment vas-tu? Salut, ça va super. Merci beaucoup pour l'invitation.
Bah, écoute, merci, d'avoir accepté, mon invitation. Je suis très heureux de te recevoir, dans l'émission. On va passer un petit moment ensemble. Je suis très heureux. Écoute, les sujets réglementaires, fiscaux, juridiques sont des sujets qui sont, récurrents, dans l'émission, parce que, nous savons à quel point ils sont, cruciaux, pour, le développement de l'écosystème, pour l'adoption même par les, particuliers, et c'est la raison pour laquelle, on reçoit régulièrement des experts du sujet. Et c'est vrai que Alexandre et ton cabinet, le cabinet Orwell Avocat, est un des cabinets qui s'est positionné le plus tôt et le plus fort sur ce secteur-là. Je me rappelle à l'époque, en 2020, à l'époque où tout le monde devait devenir PSAN, eh bien, il y avait une short list de cabinets qui accompagnaient les entreprises dans ces formalités et tu faisais, le cabinet Orwell Avocat, évidemment, eh bien, faisait partie des cabinets les plus, disons, actifs sur le sujet. Donc, je suis très heureux, quelques années plus tard, eh bien, de te recevoir dans cette émission. Alors, ce que je te propose, Alexandre, c'est que on commence d'abord peut-être parce que tu nous partages un petit peu ton parcours. Alors, j'imagine que tu as fait, voilà, as fait du droit pour devenir avocat, mais peut-être avant même, j'imagine, ouais, avant même de la fac, tu peux nous parler un petit peu de ton enfance, où est-ce que tu as vécu et ça a été quoi un petit peu ton parcours? Bah, moi, je suis, enfin, d'un point de vue personnel, pour des éléments un peu connectés au sujet, je suis né au début des années 90, donc même en 1990. Hem, donc forcément, comme toutes ces générations, j'ai grandi avec, le développement d'internet, l'arrivée des connexions, un peu bancales, l'arrivée du pair à pair avec le téléchargement, l'arrivée des téléphones Émule, qu'on connaît aujourd'hui. Émule, exactement, quand on laissait tomber BitTorrent pendant et tout ça, ouais. 3 jours son ordi là pour télécharger une série. Pour avoir un DivX, tu te rappelles les Et DivX? ouais, et après on les gravait et on mettait le nom et tout. Moi, j'imprimais les Oui, c'est pochettes, vrai. j'étais ravi. Mais tant de CD gâchés pour pas grand-chose. Et même avant ça, les cassettes quand on enregistrait la radio, enfin voilà, avec tout ça, et donc forcément, j'ai toujours été un peu intéressé par tout ça, T'étais un évidemment techos quand t'étais évidemment. jeune? T'étais un petit Pas bidouilleur techos. ou Pas non? Je dirais pas techos, mais curieux, donc forcément, monter un ordi, ce genre de trucs, c'est des trucs que tout le monde faisait, donc je le faisais aussi. Après mes compétences techniques, je vais pas te mentir, sont assez limitées. Mais en tout cas, le fait d'avoir grandi avec tout ça et d'être un peu curieux, fait que j'ai toujours, aimé, creuser, essayer de comprendre, voilà, dans la Donc tu as limite, vécu, la loi Hadopi, quand elle est sortie, bien sûr, j'ai reçu plein de fois et la 1re mise en demeure et c'est bien parce qu'on recevait plusieurs fois la première, c'est donc c'était vrai. cool. C'était Il y très avait cool. beaucoup de droit à l'erreur, C'est ça, c'est dans ça. cette Non, réglementation mais il et disait puis des fois au bout de 3 fois, tu as une amende, mais à chaque fois, c'était la première. Donc c'était oui. magnifique cette loi. Et des fois, tu avais un cas d'espèce qui Ouais, passait dans la presse avec un mec qui devait payer une amende mirobolante et ouais, c'est clair. ça faisait un peu peur. Il y a plein de gens qui ont arrêté juste parce qu'ils ont vu à la télé un mec qui s'est fait redresser violemment. Mais oui, c'est vrai que nous, on recevait en général que des avertissements. Ok, ouais, donc pour le Mais coup, tu me dis. Ouais. le parallèle avec les cryptos, après on viendra sur la réglementation et le pair à pair, le partage en pair à pair, il est quand même super intéressant parce qu'effectivement, beaucoup d'exemples, peu de peu finalement de répression massive, une régulation par le marché avec les plateformes, en ligne et quelques cas où ils ont tapé très fort. Je pense à Mega Upload par exemple, où ils ont débarqué quand même avec le FBI chez lui. Je pense plus récemment en France avec, les gars de T411, YGG Torrent. Donc on y reviendra, mais on peut, je pense, faire un parallèle, là-dessus, avec ce qui se passe dans la Web3. C'est vrai que c'est intéressant et on l'a jamais d'ailleurs envisagé, par ce prisme-là dans l'émission. Donc, écoute, j'adore, allons-y, je trouve ça hyper intéressant. Alors, on rappelle effectivement qu'à la base, Bitcoin, c'est pas du tout une réserve de valeur, c'est pas pensé comme ça, c'est un e-cash pair à pair, OK? Donc c'est du cash numérique, de l'argent numérique, dont le but est qu'il soit transférable d'une entité à une autre sans intermédiaire, donc de pair à pair. Et c'est vrai que ce qu'on faisait avec Emule et tous ces mécanismes-là, c'était ça, c'est-à-dire qu'on mettait à disposition un fichier sur un serveur qui était en général centralisé, mais certains pouvaient même proposer des serveurs distribués. Et après, tu venais le chercher.
Hein, il n'y avait pas d'intermédiaire entre les deux. Et puis parfois, tu pouvais même le faire vraiment directement de pair à pair, c'est-à-dire que dès que tu avais une demande de ton fichier, tu le mettais effectivement en téléchargement, upload, download. On se rappelle aussi, tu sais, avec nos collections Internet, on vérifiait toujours qu'est-ce qui était en débit montant et débit descendant, parce que tu Ah avais oui, le celui qui te leech. permettait. Voilà, c'est ça. Ça, aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'intéresse plus trop à ça parce qu'on est à l'ère, entre guillemets, de l'illimité. Les débits sont en général fibrés partout. Donc voilà, mais effectivement, ça me rappelle des souvenirs. Donc merci pour ce petit moment de nostalgie. Ok, donc tu vis dans ce milieu, tu as quoi? Tu as 35 ans dans ces eaux-là? Exactement, ouais, 35 ans. Ouais. Donc bon, on a le même âge. Moi, je suis de 88, on est exactement de la même génération, ou je suis peut-être un tout petit peu plus vieux, mais à peine plus. Et donc, ok. Et alors donc, tu fais. Qu'est-ce qui te pousse toi à te lancer dans des études de droit? Et tu fais quel bac? Peut-être ça va nous permettre de voir un peu le lycéen Alexandre. Ouais, j'ai fait un bac ES. Après, voilà, j'étais pas un mauvais élève. J'étais pas le plus engagé, mais disons que l'engagement que je fournissais suffisait. Et donc, j'ai fait un bac Donc ES. ES à l'époque, parce que ça n'existe plus maintenant, c'était économique et social, et c'était un peu le bac, c'était entre le littéraire et le scientifique, c'était celui qui était un peu plus généraliste, C'est ça. avec une note d'économie. Moi, j'ai fait bac ES aussi, donc voilà, je me rappelle, on a pris la même voie. Voilà, bac ES, c'était vraiment c'était un peu le truc par défaut, quoi. Si t'étais pas à fond dans le français et à fond dans les maths, tu prenais ES, quoi. Et, euh, et voilà, après le droit, c'était un peu la suite logique, parce que bah, parce que aussi le Ah, côté par défaut, il joue médecine quand tu fais pas. alors Alexandre, on a un petit problème de connexion, c'est pas grave du tout, on va essayer de régler ça. Est-ce que toi, de ton côté, tu vois le problème ou pas du tout? Parce que là, ça bug un petit peu. Non, moi je suis. On m'indique 9 sur 10 en termes de connexion. D'accord, bah tu vois, c'est le 1 qui manque à la fin. Parce que Ok. là, on a un petit problème. Alors, dites-nous dans les commentaires si c'est que moi, mais je crois que voilà, j'ai eu un petit lag au niveau de la voix et au niveau de l'image, elle est en train de revenir. Donc voilà, tout va bien se passer, pas de souci. Tu nous disais c'était une voie naturelle après ES. Je précise ma question. Est-ce que dans ta volonté voilà, de suivre des études quand même assez longues, hein, puisque avocat, tu as, je crois, 5-7 ans, des stages, à la fin, ça fait au tout 9 ans, un truc comme ça, tu nous diras. Mais bon, il faut être chaud quand même. Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'au fond de toi, il y a cette volonté de défendre la veuve et l'orphelin, ou est-ce que c'est plus un choix à ce moment-là de dire qu'il faut bien que je fasse quelque chose, et le droit, c'est une voie qui ouvre à quand même énormément de domaines. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Oui, c'est ça. Bon, déjà, c'est le fait d'ouvrir pas mal de possibilités, en fait, dans ce qui m'intéressait, et le fait d'être intéressé. Ça rejoint aussi ce que je fais aujourd'hui, mais assez tôt, j'étais intéressé par. Ben, je te disais que j'étais curieux sur le développement des cryptos, j'étais curieux aussi sur le fonctionnement de la société, sur comment Ouais, la connexion est pas très bonne. ça se passe, Alors, ça. je sais pas si c'est moi ou si c'est vous, mais ça bug un petit peu. S'il vous plaît, les gars, dites-moi dans les commentaires si c'est que moi. Et dans ce cas-là, c'est pas très grave, je m'arrangerai. Ou si c'est effectivement pour tout le monde. Euh, Un petit oups. ouais, c'est pas super super. Est-ce que tu peux éventuellement, tu penses que tu peux faire quelque chose ou pas Je du tout? peux C'est pas essayer donc. je peux essayer de me déplacer éventuellement, je Ouais, je pense que ce sera me plus reconnecte pratique. dans une seconde. Ouais, c'est ça, il n'y a pas que moi. N'hésite pas, Alexandre, change de pièce, déplace-toi, et pendant ce temps-là, je vais meubler un petit peu. Alors, je précise, hein, parce que je lis évidemment dans les commentaires que vous avez des questions, notamment sur. Alors, je lis comment va se dérouler la transition entre le modèle stablecoin actuel et en Europe, stablecoin, crypto comme les autres, et le modèle EMT, e-money token. Le modèle pourrait changer le statut de certains stablecoins euros en monnaie électronique, etc. Oui, bien sûr, on posera ces questions. Évidemment, c'est hyper intéressant. On parlera de la réglementation MiCA, on parlera de la réglementation sur les stablecoins. On
parlera aussi un petit peu politique avec Alexandre, hein, s'il veut bien, c'est-à-dire le choix qu'a fait l'Union européenne pour une CBDC, une monnaie numérique de banque centrale, à la différence, par exemple, des États-Unis, où Trump a mis un veto sur les CBDC au profit, au contraire, des acteurs privés, notamment des stablecoins. Donc, bien sûr, on parlera de tout ça, les amis, pas de souci. Alexandre, on réessaye? Oui, je pense que c'est un peu mieux. Ah bah écoute, là pour l'instant, ça a l'air de bien fonctionner. Bon, bah Donc super. c'est parfait. On a un petit écho, mais ça va le faire. Ouais, il y a un petit écho dans cette pièce. Ça va, on t'entend, on te voit, c'est le principal. Et donc voilà, je disais, voilà, donc tu étais quelqu'un de curieux et effectivement, ça qui t'a poussé dans le droit, ça que tu disais un petit peu. Exactement, exactement. Et puis le côté un peu taquin, essayer de comprendre voilà, les limites, jusqu'où on peut aller, ce qu'on peut obtenir, les droits et libertés, c'est des choses qui m'intéressaient au départ par le prisme historique et après plutôt par le prisme juridique. Donc quand on s'intéresse aux droits et libertés, quand on s'intéresse à l'histoire des États modernes, et ça c'est plus loin dans mes études, mais on s'intéresse assez rapidement par la fiscalité. Moi je suis venu par ce prisme de la fiscalité. Pas par le côté comptabilité, enfin droit des affaires, etc., vraiment par le prisme historique, construction de l'État moderne et donc prélèvement de l'impôt, quoi. C'est pour ça que j'ai fait du coup des études de droit public au départ, avant de me spécialiser en droit fiscal. Ok, on a une question là dans les commentaires. Est-ce que c'est le même cursus au niveau des études pour être avocat à la famille, avocat fiscaliste, etc. Ou est-ce que j'imagine qu'au début, il y a un tronc commun pour tout le monde pareil, et puis après, ça se spécialise, non? Exactement. Il y a 3 années de licence où c'est généraliste, on voit toutes les matières. Ensuite, en master 1, master 2, on choisit des formations qui sont plus orientées. Mais c'est pas comme en médecine, c'est pas des spécialités officielles. Donc je peux très bien faire un master 2 droit de la famille et finalement avoir le barreau, être en école d'avocat et décider d'exercer que en droit des affaires. Donc j'aurais D'accord. peut-être Ah oui, d'accord. un petit rattrapage, mais c'est pas réglementé. C'est pas comme en médecine où si je fais neuro, je pourrais pas devenir, je sais pas moi, chirurgien, quoi. Ok. Heu, C'est intéressant ça. Il y a une liberté des secteurs dans lesquels tu veux, dans les différents codes, on parle de codes, hein, c'est ça, dans mmh. lesquels tu veux exercer. Ok, très, très intéressant. Merci Alexandre. Ok, donc tu passes tes études. Parle-nous un petit peu de tes stages et tes premiers cas qui t'ont marqué en tant qu'élève avocat. Est-ce qu'il y en a certains dont tu te souviens aujourd'hui? Alors, tu peux les anonymiser évidemment, mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il y a des affaires qui t'ont marqué à l'époque, qui t'ont poussé soit à continuer, soit à t'orienter plutôt vers une spécialité plutôt qu'une autre? Est-ce que tu as un ou deux exemples à nous partager vraiment de ton parcours en tant qu'étudiant et ou élève? Moi, j'ai fait principalement des stages alors le premier, tout premier, c'était assez tôt et là, j'étais dans un petit cabinet d'avocats, et c'était assez intéressant, en fait. J'ai pu commencer à appréhender voilà, le positionnement de l'administration fiscale. C'est le premier truc qui m'a un peu marqué. C'était, je pense, une histoire il y avait une vague de redressement sur des photographes, parce que le fisc, en gros, considérait que les photographes qui faisaient des portraits, donc quand on va faire un portrait chez le photographe, produisait pas une œuvre originale et donc redressait en TVA là-dessus, parce que c'est pas les mêmes taux. Mais ça m'avait marqué parce que du coup, c'était assez intéressant. On rentrait vraiment dans la vie des gens et il fallait porter aussi une sorte de jugement de valeur pour déterminer une qualification juridique. Parce que tu t'imagines bien que les photographes te disaient, bah non, en fait, moi, mon portrait, il est différent du portrait de l'autre photographe, je suis un artiste. Et le fils disait, non, non, vous êtes un photomaton. Et donc, ça m'avait assez marqué l'impact que finalement un contrôle fiscal, qui est quelque chose d'assez financier, mathématique, qui peut paraître impersonnel, l'impact en fait personnel de ce type de procédure. Et après j'ai fait 2 stages, principalement en contentieux fiscal, dans un cabinet d'avocats qui s'appelait TAJ, qui s'appelle Deloitte, en fait, le cabinet de Deloitte, et à la cour administrative d'appel, donc côté magistrat. Et là, c'était assez intéressant aussi. J'ai eu beaucoup de contentieux, des sujets Donc qui contentieux, revenaient. ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est un mec qui subit un contrôle fiscal et qui décide de le contester. Là, il part en contentieux. C'est ça ou pas du tout? Exactement, c'est ça. Ouais. Contentieux, c'est il a eu un contrôle fiscal, il n'est pas d'accord avec les résultats du contrôle, il le conteste.
On pourrait revenir plus en détail sur la procédure si tu veux, mais en gros, nous, en tant qu'avocat, on intervient pour porter des arguments juridiques et essayer de minimiser le redressement. Et côté magistrat, là, on est beaucoup plus loin dans la procédure. Le fisc et le contribuable ne se sont pas mis d'accord, et donc c'est un juge qui tranche. J'étais en cour administrative d'appel, donc c'est-à-dire que c'est un juge a déjà tranché, et on demande à un juge de rejuger ce qui a été tranché. Et là, c'était intéressant pour voir un peu l'état d'esprit des magistrats, leur méthode de travail. Et un des enseignements que j'ai pu en tirer, malheureusement, c'est que il y a une certaine logique, c'est que bon, quand on hésite, on a plutôt tendance à croire à l'administration fiscale que le contribuable. Ouais, je vois. Et alors, effectivement, tu parlais de l'impact humain, évidemment, pour les personnes. Alors, vous êtes, vous, en tant qu'avocat, un soutien d'espoir, puisque tant que la procédure n'est pas terminée, parce que après, j'imagine qu'il y a des recours, des appels, des trucs et tout. Pendant ce temps-là, les contribuables, puisque c'est ce qu'ils sont dans cette procédure, ils ont envie d'y croire, qu'à la fin, ils vont avoir soit moins, soit rien. Alors, rien, c'est quand même, j'imagine, assez peu fréquent. Le fisc repart jamais avec rien, mais quand même, donc il y a ce côté, j'imagine, un peu espoir. Il y a le côté aussi très technique, parce que il faut être capable d'analyser chaque situation pour voir là où l'administration fiscale a fait des erreurs, parce qu'il faut le rappeler à celles et ceux qui nous écoutent, hein, l'administration fiscale fait des erreurs. Je veux dire, c'est documenté, c'est très fréquent, et c'est normal d'ailleurs, puisque ce sont des êtres humains qui sont derrière, et si on occulte la volonté de nuire, il y a juste le droit à l'erreur pour nous en tant que contribuables, mais aussi le fisc, les agents du fisc, ils se trompent. Et vous, votre boulot, et tu vas nous raconter un petit peu peut-être comment ça se passe, c'est d'arriver à voir à quel endroit ils se sont trompés, et à ce moment-là, de rétablir la vérité sur la base des textes en vigueur. Exactement, c'est ça. Alors, on est un espoir. Après, voilà, on vend pas du rêve, mais on essaie voilà, d'expliquer aux contribuables les chances qu'ils ont, ce qui a été bien fait, ce qui a été moins bien fait. Et c'est vrai, comme tu le disais, on intervient sur deux axes bien distincts, la procédure et le bien fondé de l'imposition. Donc la procédure, en gros, on regarde si tout s'est bien passé dans le contrôle, si les droits du contribuable, parce que le contribuable a des droits qui visent justement à faire en sorte qu'on aboutisse à une certaine vérité, il a des droits et il faut vérifier s'ils ont bien été respectés. Et parfois, quand il y a des procédures un peu complexes qui sont mises en œuvre, on a des problèmes de procédure. Donc c'est de plus en plus rare d'aboutir à une nullité de la procédure et du redressement, mais ça peut arriver, c'est quelque chose d'important. Et sur le bien fondé, effectivement, on regarde si les calculs qui fondent les redressements sont pertinents, sont exacts. Et j'ai un exemple super récent sur une erreur toute bête. Évidemment, on est en crypto, donc tout le monde connaît les tableaux Excel, les listes de transactions qu'il faut réaliser pour déterminer son impôt. Et là, pour le coup, le fisc avait fait tout un tableau en annexe de la proposition de redressement. Et en vérifiant ce tableau, qui faisait des centaines de lignes, on s'est aperçu qu'ils s'étaient trompés sur le taux euro-USD. En fait, ils avaient inversé les taux, et donc il y avait une différence de peut-être 25% sur le redressement, ce qui faisait en l'occurrence plus de 100 000 euros de redressement. Donc seulement parce qu'ils avaient multiplié et non divisé par le taux euro-USD, on avait un delta de 100 000 euros. Donc effectivement, ils font des erreurs. Et voilà, parfois c'est des erreurs grossières, parfois c'est des erreurs plus techniques. Effectivement, c'est des humains, donc c'est des trucs à vérifier. Ouais. Et surtout que dans la crypto, on est dans un écosystème qui est quand même assez récent, dans lequel les agents, alors peut-être moins maintenant quand même, hein, il faut, je pense, le dire, hein, ils se sont bien aguerris sur le sujet, mais au départ, j'imagine, quand tu as commencé, on va y revenir, hein, bien sûr, de ton arrivée dans cet écosystème, mais au départ, j'imagine que il y avait vraiment une méconnaissance qui était profonde dans les services. Et encore, là, on parle de fiscalité, mais on parlera tout à l'heure de réglementation, bien sûr. Alors, OK, donc on continue un petit peu ton parcours, on essaie de le faire un peu chronologiquement. Donc, tu fais des stages en tant qu'élève avocat, etc. Ensuite, tu obtiens le barreau. C'est quoi tes premières vraies affaires sur lesquelles tu bosses en tant qu'avocat? Et tu as quel âge à peu près pour qu'on se situe un peu sur la timeline
En fait, en fait, après 5 ans de droit, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on passe un examen qui est une sorte de concours déguisé, qui s'appelle le CRFPA. Et quand on l'a, on entre en école d'avocat et donc on a 1 an et demi d'école d'avocat qui comprend 2 stages de 6 mois. En fait, après ça, moi, je pars 1 an faire une année sabbatique à Londres. Et depuis Londres, en fait, on commence directement à monter le cabinet. Donc, mes premières affaires, c'est des affaires liées à la crypto, quoi. Hors Donc là, stage, on hein, est bien en sûr. quelle année? Là, on est en 2017. Ok, donc J'ai ça c'est super. 26 Voilà, ans. là on va rentrer dans le vif du sujet et je ne savais pas que tu avais commencé aussitôt. Et c'est très bien d'ailleurs, comme ça on va découvrir un peu ça ensemble. Et donc pourquoi tu montes ça à Londres? Parce que Non, alors, à non, Londres, c'est parce que j'ai pas compris. je suis à Londres, en fait, à ce moment-là. Je suis en année sabbatique et j'ai mon associé d'aujourd'hui que j'ai rencontré via mon troisième associé, donc William, qui m'a été introduit par Romain. On est 3 associés, avec qui, du coup, j'étais en école d'avocat. Lui, après le barreau, il a toujours été à fond dans la crypto. Il rejoint le cabinet de conseil Blockchain Partner en tant Donc à que l'époque on est juriste. sur Alexandre Stachenko C'est ça, et Claire Balva, Pierre je crois. Balva, etc. Voilà. Et donc, il les rejoint pour gérer la partie juridique et donc il intervient euh, sur la partie juridique des projets de conseil beaucoup plus larges. Et donc, moi, je suis à Londres et un jour, il m'appelle, il sait que je suis fiscaliste, pour travailler sur un premier sujet crypto. Et on travaille sur 2, 3 sujets. euh, et en gros, fin 2017, le déclic, c'est qu'on vient à Paris, à la maison du Bitcoin de l'époque, faire une conférence. Donc la Et maison du Bitcoin, pareil, hein, alors je précise toujours parce que certains, ils ont peut-être pas la ref. Alors on avait reçu évidemment Nicolas Louvet qui nous a raconté l'histoire à l'époque, mais c'est l'ancêtre en fait de Coin House. Et en fait, c'était une boutique physique dans le centre de Paris dans lequel on pouvait se rendre pour acheter des cryptoactifs et d'autres produits, évidemment des clés Ledger, etc. Physiquement. Ensuite, cette boutique a fermé quelques années plus tard, qui a donné effectivement Coin House, qui s'est, on va dire, vraiment digitalisé. Mais voilà, je te laisse poursuivre. ouais, ouais, c'était vraiment sympa. C'était un lieu voilà, où il y avait des conférences, on pouvait effectivement acheter, c'était très sympa. Et donc, on fait une conférence en 2017 et là, c'est plein. Il y a des gens dans la rue qui peuvent pas rentrer et il y a des gens surtout d'horizons archi variés. C'est un des cycles 2017, une des grosses bulles où le Bitcoin a atteint près de 20 000 euros, je crois. Euh, et donc, on se dit, en fait, là, il y a des retraités, il y a des étudiants, il y a des gars techniques, des gars qui comprennent rien, mais ils sont tous là parce qu'il y a quelqu'un qui parle de fiscalité du Bitcoin, quoi. Euh, Ça, plus le fait que William, lui, voit de plus en plus de projets qui ont besoin d'accompagnement juridique et qui ne trouvent pas d'avocat, on se dit, voilà, ça vaut peut-être le coup de monter un cabinet. On comprend le fonctionnement technique dans les grandes lignes, hein. Euh, on comprend les enjeux juridiques, donc on n'a pas grand-chose à perdre et c'est un truc qui nous fait kiffer. Donc on lance le cabinet, quoi. Début Ok. Alors 2018. toi, ok. Alors toi, à titre personnel, on reparlera évidemment après des affaires, etc. Comment toi, pour la première fois, tu rencontres Bitcoin ou les cryptos? Pas par quelle porte tu rentres, mais c'est quand? C'est au moment de tes études avec tes collègues? Est-ce que c'est raconte-nous un petit peu comment tu rencontres cette Et ben nouvelle c'est culture. justement mon associé. Du coup, en fait, mon stage à la cour administrative d'appel, je le fais avec Romain, qui est notre troisième associé. Quand je rentre en école d'avocat ensuite, il me dit: «Ah, j'ai aussi un pote qui est en école d'avocat, je vous présente.» Et du coup, lui, c'est William. Euh, et en école d'avocat, c'est William qui me tanne avec les cryptos, Bitcoin, etc. Je me souviens, il me parlait d'un projet qui s'appelait Arkham, pas le Arkham d'aujourd'hui, mais qui était une sorte de Uber décentralisé, qui s'est avéré être un énorme scam, qui avait fait une ICO, c'était l'époque des ICO vers, je pense, 2015-2016. Et donc, c'est vraiment la première fois qu'on m'en parle un peu sérieusement. Euh, donc, ça m'intéresse, franchement, je suis archi curieux sur le truc, mais voilà.
j'ai d'autres chats à fouetter à l'époque et donc je ne creuse pas plus particulièrement. Le vrai moment où je creuse le sujet, c'est en 2017 parce qu'on me pose des questions juridiques, parce qu'on me pose des questions fiscales. Et donc, comme je te disais, je suis curieux et j'aime bien comprendre dans le détail. Et un des, une des portes d'entrée dans le Bitcoin, ça va être le bouquin de Jacques Favier et d'Adli Takalbataï qui s'appelle Bitcoin, la monnaie acéphale de mémoire. Et c'est grâce à ça que j'ai commencé à rentrer dans le sujet. Je le conseille à tout le monde d'ailleurs. On va mettre le lien Amazon dans les commentaires pour celles et ceux qui voudraient se le procurer. Effectivement, il fait partie des ouvrages de référence rédigés en 2017 et qui permet effectivement de mieux comprendre que Bitcoin, finalement, on n'est pas qu'un actif spéculatif, loin de là, mais qui est finalement issu d'une réflexion beaucoup plus poussée sur le rôle de la monnaie et sur surtout sa perte de repère depuis aller au moins Bretton Woods, mais en fait, si c'est pas plus avant. Ok, donc très bien. Alors, donc tu montes ton cabinet donc début janvier 2018, et là je veux que tu nous racontes. Là, je veux que tu anonymises, il n'y a pas de souci. Mais là, je veux vraiment que tu nous racontes les cas que tu reçois sur ton bureau, les demandes que tu reçois sans doute de projets complètement farfelus, aussi bien les uns que les autres. D'autres projets peut-être plus sérieux que tu vas finir sans doute, j'imagine, par accepter. Mais voilà, je veux que tu nous racontes peut-être, allez, quelle a été peut-être là ou les affaires ou les dossiers que tu reçois à ce moment-là, sachant que si c'est début 2018, on est déjà sur la phase baissante de Bitcoin, même s'il reste encore un peu de mou sur Ethereum, si je me souviens bien, puisque Ethereum va continuer de push encore quelques mois en 2018. Mais ouais, raconte-nous un petit peu qu'est-ce que tu reçois comme affaire, comme proposition d'affaires à traiter. Ah ouais, exactement. Donc, on lance le cabinet en début de bear market, quoi. Comme tu l'as bien remarqué. Donc, ça va parce qu'on était deux, qu'on n'avait pas beaucoup de charges à titre personnel. Mais effectivement, la bulle commence à descendre. À l'inverse, la réglementation, qui a toujours un petit train de retard, commençait à bien se renforcer. Donc, nous, on est pas mal intervenu là-dessus. Au départ, en fait, avant la réglementation, on a des affaires type des ICO, beaucoup d'ICO, donc on essaie de structurer tout ça. Comment l'encadrer contractuellement, quels risques réglementaires, quelles conséquences fiscales, est-ce que je mets de la TVA sur mes émissions de jetons. Il y avait beaucoup d'ICO fin 2017, début 2018. Et donc, c'était des projets, oui, plus ou moins farfelus, hein, des YouTube décentralisés, des projets beaucoup plus pertinents, des plateformes d'arbitrage décentralisées. Voilà. D'ailleurs, c'est un des projets que je trouve le plus cool dans ce que j'ai eu à voir, qui s'appelle Cleros. Cleros, c'est le truc qui permet de gérer les litiges on-chain. Exactement. C'est ça dont tu parles. Ok, Ouais, d'accord. Ouais, je exactement. vois. C'est solution de gestion de litiges on-chain, qui est Voilà. français d'ailleurs pour le coup. Cocorico, hein, on peut en parler. Oui, et puis avec une architecture technique, économique super intéressante. Mais on a tout, hein, des gens qui veulent créer un casino en ligne, en crypto, enfin vraiment, ça allait dans tous les sens. Et nous, on était intéressés par tout. Enfin, on se posait des questions sur tout. On refusait pas énormément de dossiers à l'époque. On pouvait pas non plus beaucoup se le permettre, pour être honnête. Mais voilà, c'est un peu les types de sujets. Et après, très rapidement, en fait, en 2018, on a la loi Pacte qui se met en place, qui comprend toute une partie réglementant en En fait les 2000. cryptos. Ouais, Oui. en 2018, on a le travail préliminaire à la loi Pacte. Effectivement, on avait reçu dans l'émission Pierre Persson, qui était l'un des je ne sais pas s'il était rapporteur, mais en tout cas, quoi qu'il, il s'est investi dans ce projet de loi. Et cette loi Pacte visait notamment, mais pas seulement, effectivement, à apporter un cadre réglementaire aux actifs numériques, puisqu'à l'époque, il n'y en avait pas. Et d'ailleurs, c'est ça que j'aimerais, avant d'arriver sur la loi Pacte, qui va être un sujet passionnant, comment vous, en tant qu'avocat, alors qu'il n'y a pas de cadre réglementaire, on rappelle que la loi Pacte, elle sera, je crois, votée mi-2019, avec une mise en application, donc les PSAN, fin 2020. Donc pendant ce temps-là, tu as une zone un peu grise dans laquelle, voilà, comment tu fais pour apporter une réponse à tes clients alors que tu n'as pas de cadre dédié. Tu as un cadre
code monétaire et financier, etc. Mais tu n'as pas de cadre dédié. Donc, comment toi, tu apportes une réponse à tes clients à ce moment-là? Ben, en fait, il n'y a pas de cadre dédié, mais comme tu l'as dit, il y a un cadre. Donc on a des textes et il n'y a pas de vide juridique, en fait, en droit. Tout est prévu, en quelque sorte. Le truc fondamental qui est prévu, c'est que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. On est dans ce système. Nous, notre travail, c'est de regarder ce qui est interdit. Est-ce que c'est interdit de vendre du bitcoin contre des euros? Est-ce que ça rentre dans une activité régulée? Est-ce que je dois identifier mon client? Est-ce que je dois vérifier son identité? Tout ça, on trouve des réponses dans le cadre qui existe à l'époque. À l'époque, il y a déjà la directive anti-blanchiment, mais qui a été tardivement transposée, qui n'est pas vraiment appliquée, qui s'applique aux cryptos et à la custody. Mais on n'a pas vraiment de process pour faire réglementer une activité crypto. Donc, voilà, on regarde les textes et on s'assure qu'on est dans les clous, tout en gardant en tête pour nos clients le fait que les choses vont bouger, quoi. Parce que c'est une des difficultés dans un secteur qui est en développement, c'est aussi d'avoir un petit coup d'avance sur la réglementation. Pareil en fiscalité. En fiscalité, à l'époque, il n'y a pas de régime fiscal dédié. Il n'y a pas le régime des cessions d'actifs numériques. Donc, on essaye de voir comment ça se passe. En plus de ne pas avoir de régime dédié, on a une administration fiscale qui nous donne des précisions qui nous paraissent incohérentes. À l'époque, le fisc disait que les gains sur crypto, sur Bitcoin, plus particulièrement, en fait, étaient assujettis au barème progressif dans la catégorie des BNC. Et donc, là-dessus, on essaie d'anticiper, de voir si l'administration a raison. Au final, l'administration avait tort. Il y a une décision du Conseil d'État d'avril 2018 qui vient lui donner tort. Voilà, les choses ont évolué ensuite. On a eu un régime fiscal, mais quand on n'a pas de texte dédié, on doit évoluer dans ce qu'on a. Et on peut trouver des réponses qui sont plus ou moins, du coup, pertinentes par rapport aux faits, mais qui existent. Oui, mais à chaque fois, alors d'un point de vue très intuitif, et c'est le retour de certains entrepreneurs, de l'époque, on navigue quand même en eau floue, j'allais dire. Parce que certes, il y a des textes existants, mais c'est vrai que comme il y a une incertitude sur l'interprétation de ces textes-là dans le cadre des cryptoactifs, eh bien les entrepreneurs à ce moment-là, et je vais pas donner leur nom, mais je vais citer certaines phrases que j'ai entendues encore très récemment, au départ, on demandait à chaque fois à l'administration, soit fiscale, soit aux autorités de contrôle, typiquement l'AMF, est-ce qu'on peut faire ça? Et là, ils nous disaient souvent non ou des réponses assez fermes. Et à un moment donné, on ne faisait plus rien. Donc après, on s'est dit, tu sais quoi, avec nos avocats, on va la tenter. Ouais, c'est On va clair. jouer le flou. Alors, raconte-nous ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as eu des gens à qui tu as, voilà, t'as dû aller plutôt sur de la zone grise en disant, bon, s'il y a un contrôle, s'il y a des poursuites, on se défendra. Mais en attendant, si on suit trop le texte, on va dire, littéralement, on fait rien en fait. Est-ce que ça existe vraiment? Toi, tu peux nous le dire, toi qui accompagne justement des entrepreneurs à cette époque-là? Ça, c'est clair. Il y avait des flous partout. Quand je dis qu'on peut trouver des réponses, on peut trouver des réponses. Mais effectivement, le fait qu'elles aient pas encore été validées par un juge, ça crée une incertitude parce que c'est de l'interprétation. Donc c'est un flou qui est pas terrible, en fait, pour les affaires. C'est pas terrible d'avoir de l'insécurité juridique, un manque de visibilité. Mais ça, c'est dans tous les secteurs. Là, c'était exacerbé. C'est dans tous les secteurs et un entrepreneur dans le Web3, dans la crypto, qui est risque averse, quoi, je pense qu'il s'est trompé d'industrie, quoi. Donc, nous, on est là pour informer d'interprétation, de probabilité, de trucs à prendre en compte. Après, l'entrepreneur, le fondateur, ça lui permet de prendre ses risques en conscience et généralement, il les prend parce que sinon, effectivement, il ne fait pas un projet dans la crypto. Après, sur l'attitude des administrations à l'époque, je trouve qu'il y avait une vraie différence entre le fisc et les autorités financières. Parce que le fisc, bon, c'est une grosse administration, ils sont super nombreux, il y a des services locaux partout et forcément, ils n'étaient pas tous formés, loin de là. Et donc, on avait assez peu de réponses auprès du fisc et pas de réponse très fiable. Les autorités financières, c'était différent parce que l'AMF a fait un énorme travail avant même la loi Pacte de mapping, on va dire, du secteur. Ils recevaient tout le temps les projets. C'était avant le Covid en plus, donc
il y avait encore des réunions en présentiel. Voilà, tu voulais faire une SEO, tu voulais mettre un token, bah, tu avais un rendez-vous avec le service fintech de l'AMF, la direction juridique, et tu pouvais échanger avec eux, leur présenter le projet. Ils pouvaient faire des suggestions. Tu avais aussi la CPR pour le côté blanchiment, mais tu avais un point de contact et ils étaient super dispo. Euh, Indépendamment de la qualité du projet, d'ailleurs, ils ont dû voir des trucs. Ce serait pas mal que tu aies quelqu'un de l'AMF de cette époque parce qu'ils ont dû voir des projets un peu pépites, je pense. Mais voilà, ils étaient super dispo et présents pour échanger avec les entrepreneurs. Il y avait une vraie volonté d'être rassurant malgré l'absence de cadre. Ouais. Alors, justement, ces travaux préliminaires, il va y avoir un certain nombre de tables rondes, il va y avoir des commissions parlementaires. Est-ce que toi, tu vas faire partie de ces tables rondes, entre guillemets, qui vont permettre, in fine, de produire cette loi Pacte ou pas du tout? Ouais, indirectement, Ou des membres de ton cabinet, ou est-ce que tu as des échanges avec... Ouais. indirectement, on va participer dans le cadre des associations de l'époque. À l'époque, il y a notamment la chaîne Tech, qui est un peu l'ancêtre de la DAN, qui est l'association représentative du secteur, donc qui est consultée. Et donc nous, par ce biais, voilà, on participe à donner un avis sur tout ça, sur est-ce que le scope est pertinent, des services régulés, est-ce que la réglementation est applicable, voilà. Donc, euh, donc on participe de cette manière. Et après, quand la loi Pacte est adoptée, on participe aussi. En fait, on se forme à cette réglementation en même temps que les équipes de l'AMF et de la CPR, parce qu'on est sur les premières autorisations, les premiers enregistrements. Donc l'AMF se forme une doctrine. Nous, on commence à appréhender les attentes du régulateur et c'est comme ça qu'on arrive à ce qu'on a aujourd'hui. Et à ce moment-là, ils comprennent ou pas? Ou est-ce que, il faut tout leur expliquer, ça prend du temps, il faut répéter tout le temps? C'est quoi le niveau, de volonté de comprendre déjà, et la capacité de comprendre? Parce que tu sais, c'est vrai, il y a les 2 sujets. Il y a: est-ce que j'ai envie de comprendre cet écosystème et d'aller dans son sens? Et à côté, est-ce que j'en ai les capacités? Parce que c'est vrai que la crypto, c'est pas juste, des flux financiers, c'est pas juste, des tokens sur des réseaux décentralisés, c'est un écosystème, c'est une concurrence internationale qui commence à être quand même assez vive. On parlera ensuite évidemment des gros concurrents qui sont venus en essayant d'acheter les boîtes PSAN, etc. Enfin, est-ce qu'ils ont conscience de tout cet enjeu réglementaire, ou est-ce que la seule chose qu'ils veulent, c'est, je me fais un petit peu voilà, l'avocat de ce qu'on entend ici et là, hein, ce qu'ils veulent, c'est prélever l'impôt, lutter contre le terrorisme, le blanchiment d'argent, et voilà. C'est quoi leur niveau de bienveillance pour le côté un peu innovation, entrepreneur, etc., par rapport à la sécurité du consommateur, blanchiment, tout ça, tout ça? C'est dur, en fait, c'est dur de faire des généralités. C'est-à-dire que moi, je trouve que du côté de l'AMF, qui est l'autorité, voilà, le régulateur financier, il y a eu quand même une grosse écoute et vraiment euh, un intérêt du secteur, de la technologie. Et donc, on avait vraiment l'impression de parler à des gens, voilà, qui comprenaient globalement ce dont on parlait. Euh, D'ailleurs, il y a plein de personnes de l'AMF de cette époque qui aujourd'hui travaillent dans le secteur. Donc, soit qui ont rejoint des plateformes d'échange crypto, soit qui sont devenus avocats, avocates euh, spécialisés en crypto. Donc, ils ont été un peu red pillés, quoi, comme on dit à cette époque. Et ça se ressentait. Après, la CPR, c'est un peu différent, parce que la CPR, c'est ceux qui sont chargés d'appliquer la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Euh, donc, quand on poursuit ces objectifs, on peut rapidement avoir envie de faire feu de tout bois, quoi, et de se dire finalement, les objectifs sont tellement importants qu'on va écraser tout le reste. Euh, c'est pas forcément la faute de la CPR, hein, c'est des objectifs qui sont décidés par le gouvernement, par le législateur, mais du coup, dans ce cadre-là, effectivement, on a vu et on voit toujours, disons, des dérives qui nuisent un peu à la proportionnalité. C'est-à-dire qu'en droit, quand on poursuit un objectif important, il faut concilier les moyens qu'on se donne pour poursuivre ces objectifs avec d'autres intérêts.
qui pourrait être heurté par la poursuite de ses objectifs. Et donc, on voit quand même, on y reviendra peut-être avec la travel rule, avec plein de nouveaux éléments, mais que cet objectif de lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme prime sur tout le reste, c'est-à-dire d'autres droits et libertés fondamentaux, comme la vie privée, comme le droit de propriété, comme tout un tas d'autres éléments. Donc, différents sons de cloche entre C'est fou parce que financier et sectaire. c'est fou parce que les droits dont tu parles, les derniers, propriété, vie privée, sont des droits qui sont des droits de l'homme, des droits qui sont constitutionnels, des droits qui doivent être supérieurs à tous normalement. Et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sont des droits, des lois tout à fait légitimes et évidemment, il n'est pas question de s'en absoudre, mais il y a quand même une hiérarchie des lois. Et tu parlais de proportionnalité. Et je pense que c'est fondamental. Et d'aucuns pensent aujourd'hui que la proportionnalité n'est pas vraiment respectée aujourd'hui. Mais souvent, ceux qui pensent le contraire ne connaissent pas bien l'écosystème. Typiquement, c'est souvent des politiciens qui font de l'anti-crypto un agenda, quoi. Donc c'est vrai que c'est triste parce que je pense, est-ce que tu penses, toi d'ailleurs, en tant qu'avocat, en tant qu'homme de droit, qu'il est possible de concilier, c'est une vraie question d'ailleurs, de concilier justement eh bien, ces droits fondamentaux et en même temps de limiter, parce que bon, il faut être clair, hein, déjà les cryptos représentent une infime partie de l'évasion fiscale, puisque le blanchiment d'argent, en gros, c'est évasion fiscale. Donc, en gros, je ne paye pas mes impôts et c'est aussi, je remets dans les flux légaux de l'argent qui est à l'origine acquis illégalement. Bon. Et tout ça, et même le financement du terrorisme, les cryptos représentent une part infime. Je me rappelle de Bruno Le Maire qui va sur un plateau télé en 2020, je crois, pour dire il y a des mecs en Syrie, ils sont financés avec du bitcoin et c'est des montants qui sont en centaines d'euros. Bon, l'État islamique, c'est pas financé avec quelques centaines d'euros, tu vois. Bon, bref. Donc, on voit qu'il y a un agenda politique à ce moment-là. Et donc, je reviens à ma question. Est-ce que tu penses qu'il est possible de concilier les deux, de lutter fortement contre le blanchiment d'argent au financement du terrorisme et en même temps de préserver les libertés fondamentales que sont la vie privée, droit de propriété, etc. Je pense que c'est super compliqué. Et je pense que ça peut être fait qu'avec... Et ça, c'est très difficile, déjà techniquement, et c'est difficile politiquement aussi. Parce qu'il faut avoir des politiques qui soient vraiment déconnectées des réalités électorales. Parce que finalement, tout le monde se plaint des atteintes à la vie privée, mais dès qu'il y a une atteinte à la sécurité, on accuse directement les autorités. Donc, il y a aussi une responsabilité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en fait, vouloir, et ça rejoint un peu le sujet avec Criminalise, c'est très compliqué de vouloir une sécurité à 100% et avoir très peu d'atteintes aux autres droits et libertés. Le dicton qui dit que la première des libertés, c'est la sécurité, c'est un dicton qui est assez marqué politiquement et, à mon avis, qui est assez risqué, qui conduit à ces dérives. Parce que ça conduit à dire que finalement, la sécurité, c'est l'objectif principal qui doit primer sur tout le reste. Et si on veut assurer la sécurité, si on veut se rapprocher d'un 100% de réussite en termes de protection, d'intégrité physique, économique de tout le monde, ben forcément, on va se doter de moyens de plus en plus poussés, et ces moyens vont nécessairement porter atteinte à d'autres droits. Par exemple, tu vois, quel exemple enfin, un exemple grotesque, je mets un policier au coin de chaque rue, en fait, forcément, il y a plus de sécurité. Un autre exemple, je demande... Le Salvador. Le Salvador, oui, c'est voilà. l'exemple typique où une politique sécuritaire massive. D'aucuns, alors, moi, je suis très pro Bukele, donc voilà, mais quand bien même je me fais l'avocat
de ceux qui le contestent, une politique sécuritaire massive et disproportionnée, parce que c'est vrai, il a emprisonné 80 000 personnes, et à côté, il y a eu sans doute quelques centaines de personnes emprisonnées à tort. Bon, bah, effectivement, c'est vrai que c'est horrible. Mais les résultats sont immédiats sur la sécurité. Donc, tout est une question de proportionnalité entre les droits de l'homme, les droits de la défense, enfin, vraiment tout ce qui fonde aussi l'état de droit, et derrière, le quotidien des populations. Bukele disait un truc hyper intéressant, il dit vous avez emprisonné quelques centaines de personnes avec vos politiques. Désolé, j'ai des travaux, j'espère que tu n'entends pas trop, mais c'est fort. Et lui, il a dit oui, ok, oui, c'est vrai, mais j'en ai libéré des millions. Et j'aime bien cette phrase parce qu'elle permet de mettre en avant les victimes plutôt que les agresseurs. Mais ouais, ok, donc oui, mais c'est pareil, c'est le même argument. C'est le même argument pour la lutte contre le financement du terrorisme. On va dire, en fait, on te force à donner ta pièce d'identité quand tu déposes tu veux échanger des cryptos, mais en même temps, ça permet de sauver potentiellement des victimes du terrorisme ou des victimes du blanchiment de crimes. Voilà, donc c'est un peu le même argument dans le fond. Et c'est un argument qui pourrait conduire à dire, en fait, vu qu'aujourd'hui, tu as des enlèvements contre rançon, est-ce qu'il ne faudrait pas totalement étanchéifier le régime, l'écosystème régulé des cryptos pour éviter que finalement les gens qui récupèrent des cryptos dans le cadre d'une rançon puissent les cash out via des exchanges à l'étranger qui ne sont pas régulés. Et pour ça, pourquoi pas interdire finalement de retirer sur un wallet des cryptos. Au moins, si on interdit aux gens de retirer sur un wallet des cryptos, la personne qui est rançonnée ne pourra même pas retirer de son exchange des cryptos. Si elle ne les a pas sur un wallet, elle ne pourra pas envoyer de rançon. Ça ne pourra pas partir vers un exchange régulé. En fait, on peut imaginer plein de choses qui permettraient de renforcer un peu plus la sécurité, en fait. Mais la question, c'est est-ce que ces choses sont acceptables? Et ça, le problème, c'est que c'est super subjectif. Tu vois, quelqu'un dans la crypto trouvera ça inacceptable qu'on lui interdise de retirer des fonds d'un exchange sur un wallet. Quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de la crypto, pour lui, franchement, ce sera un truc OK, quoi, si ça permet d'assurer un niveau de sécurité plus important. Donc, c'est un exercice assez compliqué et d'autant plus compliqué que politiquement, comme je disais, que quand il y a des événements qui touchent à l'intégrité physique des personnes, ça crée quand même de l'émotion et on a plutôt naturellement envie que ça ne se reproduise plus. Donc, instinctivement, on est prêt à accepter davantage d'atteintes, quoi. D'où l'importance d'avoir des politiques qui sont assez vigilants là-dessus, ce qui est pas forcément le cas. Mais d'ailleurs, ça nous rappelle, alors je ne sais plus c'est de qui, mais ça nous rappelle qu'on lutte souvent pour les libertés fondamentales qui nous regardent. Ça me rappelle une expression que je vais forcément maladroitement rappeler, mais c'est l'histoire de quand ils sont venus chercher les communistes, moi je les ai laissés, j'étais pas communiste, quand ils sont venus chercher, voilà, et jusqu'au jour où quand ils sont venus me chercher, il n'y avait personne pour s'opposer. Vous pouvez retrouver la vraie citation sans doute très facilement, mais je pense que vous avez compris l'idée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies ne sont pas encore un enjeu politique suffisant pour que ça mobilise un nombre suffisant d'électeurs, et on va pas se mentir, les politiques, je parle politique, les politiques menées, pas les hommes politiques, les politiques sont essentiellement faites d'un point de vue électoral. On fait voter une loi sécurité, une loi immigration, une loi truc et tout, parce que ça va nous permettre de gagner des voix. Mais effectivement, à l'époque, en plein contexte d'État islamique, etc., le gouvernement avait tout intérêt à limiter au maximum tout risque d'un envoi et d'une source de financement du terrorisme, aussi infime soit-elle, parce que médiatiquement, bien évidemment, c'était compliqué d'expliquer cela. Après, il y a aussi un contexte européen, puisque la France a été un peu à l'avant-garde de la réglementation crypto. Elle a énormément influencé le MiCA qu'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, si on s'ouvre un petit peu du point de vue européen, et j'aimerais qu'on reste en 2018, 2020, 2021, si tu veux bien, est-ce que tu as déjà conscience à ce moment-là de cette concurrence internationale qui pointe le bout de son nez en France avec des gros acteurs, alors en Europe, on a Bitpanda, mais dans le monde, on a aussi Binance, etc. Comment les acteurs français, à ce moment-là, ils se disent voilà, les gros mastodontes milliardaires vont arriver sur le marché, comment on va réussir à se battre contre ça?
Parce qu'à l'époque, la déballe du régulateur, c'est on vous met une réglementation claire, ça va représenter une barrière à l'entrée pour les acteurs qui ne seront pas régulés, donc ça va vous protéger. C'est un peu ça qu'on nous vend à l'époque, en disant voilà, conformez-vous, et si vous êtes conforme à la réglementation française, il n'y a rien qui peut vous arriver, vous serez prêt à tout, et surtout vous serez protégé des acteurs étrangers. Et on est d'accord que c'est un peu ce qu'on vend un peu aux entrepreneurs à l'époque. Totalement, totalement. Donc, la France, c'est le deuxième pays, je crois, après Malte, qui crée un cadre dédié aux cryptos, aux services sur crypto, aux services sur actifs numériques. C'est le terme qui est consacré à l'époque. Et donc, l'idée, c'est effectivement de donner de la visibilité. Donner de la visibilité et de la sécurité juridique. Comme on l'a dit, c'est un truc fondamental quand on a une société. Et donc, en étant les premiers à avoir un cadre clair, attirer des acteurs étrangers. Pour les attirer, il ne suffisait pas d'avoir un cadre clair, il fallait aussi avoir un cadre avec un minimum de souplesse. Il ne fallait pas mettre la grosse réglementation d'un coup. Mais il fallait assurer les protections minimum, voilà, pour éviter qu'il y ait un scandale, pour qu'on dise que le gouvernement favorise le financement du terrorisme. Donc le choix a été fait donc, en 2019 avec la loi Pacte de créer une réglementation en 2 temps, avec une partie obligatoire, ce qu'on appelait l'enregistrement obligatoire, où, grosso modo, on avait une procédure auprès de l'AMF et la CPR, et il fallait que le projet démontre des choses assez minimalistes, principalement l'honorabilité des dirigeants et des actionnaires, l'existence d'un dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc on était vraiment sur des exigences minimales qui servaient voilà, à protéger la société sur la lutte contre le blanchiment. C'était un enregistrement qui était obligatoire pour une liste de services en plus assez limitative, puisque ça concernait le courtage crypto, donc achat-vente de crypto contre fiat ou autre crypto. Ça concernait la custody, la conservation pour compte de tiers, et bien sûr les plateformes d'échange, donc avec carnet d'ordre. Et ça a permis d'attirer vraiment beaucoup d'acteurs, puisqu'il y a plus d'une centaine de projets qui ont été enregistrés en tant que PSAN, PSAN, le fameux, sur la période 2021-2022. Enfin, même 2019 jusqu'à aujourd'hui, en fait. À côté de cette réglementation qui était obligatoire, de cet enregistrement, il y avait un agrément optionnel qui, là, impliquait beaucoup plus d'exigences. Il fallait avoir des politiques internes archi-transparentes en matière de réclamation, en matière tarifaire, en matière de conservation. Il fallait avoir des politiques en matière de cybersécurité, des outils, des moyens humains beaucoup plus importants. Il fallait avoir une assurance ou des fonds propres. C'était beaucoup plus poussé comme réglementation, mais c'était optionnel. Ça permettait de débloquer 2-3 trucs supplémentaires en termes de communication. Type, si on avait l'agrément, on pouvait faire du démarchage, chose que personne ne fait en crypto, en tout cas pas les acteurs legit, quoi. Et donc, personne n'a demandé cet agrément. Il était optionnel et il était contraignant. Par contre, son utilité, c'est qu'il était très détaillé et assez bien construit. Donc, cet agrément optionnel, Alors, il a... personne sauf Forge, qui est le Voilà, seul c'est ça. d'ailleurs à l'avoir eu, qui est Forge, qui est la filiale. Je ne sais pas si c'est une filiale, mais bon, en tout cas, c'est lié à la Société Générale. Et donc, c'est vrai qu'à l'époque, déjà, on se disait, le système va se bancariser. C'est-à-dire que si le seul acteur du marché qui obtient cet agrément est une banque, ça commençait déjà à donner ce sentiment que seuls ceux qui seront capables d'avoir ce niveau d'exigence, ce seront les banques. Et donc les startups à côté de ça, ou les entreprises voilà, plus petites, hein, même certaines qui avaient déjà levé à l'époque quelques millions, hein, je ne parle pas de petites boîtes dans un garage, hein, mais eux, effectivement, voilà. Alors c'est vrai, tu as raison, l'agrément était facultatif par défaut, tout comme le visa AMF sur les ICO, c'était facultatif. Pour ça qu'il y en a eu, je crois que 4 dans toute l'histoire des ICO. Toutes les autres se sont faites de façon non visée. C'était un visa, voilà, non visé par l'AMF. Mais voilà, donc effectivement, le PSAN est censé suffire. Sauf que après, ils nous ont sorti PSAN renforcé. Et puis, maintenant, il y a MiCA.
Alors, voilà. Est-ce que les entreprises crypto qui ont décidé d'investir du temps, de l'argent, des efforts, est-ce qu'ils ne se sont pas fait un peu avoir dans cette histoire en disant vous inquiétez pas, Psan, ce sera très bien et tout ça. Puis après, il faut peut-être rajouter quand même un petit renforcement. Ah bah attends, parce que Mika, en fait, on va vous demander la même chose que l'agrément qui à l'époque était facultatif. Il y a quand même un peu ce sentiment là, non? Bah, justement, là, parce que quand je disais personnalité agréée, je parlais de la période avant Mika, avant qu'on ait Mika qui se mette en place. Parce que du coup, l'agrément, personne ne l'a demandé avant Mika, mais il a énormément inspiré Mika. Et donc, quand Mika est entré en vigueur, qu'on avait de la visibilité sur la date d'entrée en vigueur, euh, là, l'agrément a commencé à avoir de l'intérêt. Tout simplement parce que ça permettait de remplir les exigences prévues par la réglementation à venir avant que cette réglementation entre en vigueur. Et donc là, les acteurs ont commencé à travailler plus activement au passage de leur enregistrement au niveau de l'agrément. En fait, à monter d'un niveau leur niveau de réglementation. C'est encore optionnel, puisque du coup, Mika n'était pas encore entré en vigueur, mais ça présentait de l'intérêt, puisque ça permettait en fait de prendre de l'avance sur Mika, en se disant, si je suis agréé, pour faire la transition agrément Mika, ce sera beaucoup plus simple, puisque j'aurais déjà fait la démonstration au régulateur que je remplis tous les critères que prévoient ces deux réglementations. Et donc, c'est là que l'agrément a commencé à avoir de l'intérêt et que les acteurs ont commencé à s'y mettre. Aujourd'hui, voilà, il y a plusieurs dizaines d'acteurs qui ont l'agrément dans l'objectif de le convertir ensuite en licence Mika. Ouais, mais parlons un petit peu de l'état d'esprit justement des entrepreneurs. Encore une fois, toi, tu les as au quotidien. Alors, d'ailleurs, peut-être pour préciser, toi, tu es vraiment spécialisé sur la partie fiscale, mais est-ce que tu t'impliques aussi dans la partie plutôt réglementaire, vraiment des entreprises, mettre en place les process de cybersécurité, de process de compliance aussi, parce qu'il faut expliquer aux gens, peut-être aussi pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tu peux nous donner, je sais pas, 4-5 items. On va la faire très courte, mais c'est important, je pense. 4-5 items pour être conforme à l'AMF. Qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi les prérequis pour exercer dans le secteur des cryptos quand tu proposes une activité d'achat-vente de crypto, de custodie, enfin, tu sais, la liste des activités qui sont régulées. On va dire, c'est quoi les 4, 5, 6 vraiment trucs obligatoires de façon concise, mais pour qu'on comprenne un petit peu. Ouais, je vais être concis, d'autant plus concis qu'en fait, moi, je travaille moins sur ces sujets maintenant. Quand on a lancé le cabinet, c'était le gros sujet, le PSAN. Donc, on était deux, on faisait que du PSAN quasiment. Donc, j'ai beaucoup fait de politique de lutte contre le blanchiment, d'échanges avec le régulateur. Mais maintenant que le cabinet a grossi, que le marché a grossi, moi, je m'occupe que des sujets fiscalité, droit des affaires. Et mon associé, du coup, William, lui, fait de la réglementation, il fait que du PSAN, que de Tu l'accompagnement veux que du je fasse régulateur. le petit topo rapidos? Non, j'imagine que tu sais le faire quand même, même Non, si non, c'est... non, oui, oui, bien sûr. Ok. Non, enfin, tu pourras compléter, mais grosso modo, il y a plusieurs piliers. Il y a toujours évidemment l'honorabilité et la compétence des dirigeants, des actionnaires significatifs. Il y a Donc toujours le ça, gros pilier. pardon, hein, Oui. je t'embête, hein, mais parce que oui, c'est des mots qui me parlent évidemment, mais pour bien comprendre, c'est-à-dire que les bénéficiaires effectifs de l'entreprise, donc ça dépend de sa forme, hein, mais en gros, soit c'est une partie du capital, soit c'est un mandat qui t'est donné, ou le fait que tu sois vraiment opérationnel dans l'entreprise. On va vérifier que les dirigeants, les fondateurs, les membres du board, enfin bref, voilà, les gens qui comptent dans l'entreprise, en gros, tu vois, eh bien, ils sont honorables. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas un casier, ça veut dire qu'ils ont quand même un niveau de compétence et de formation aussi, parce qu'ils doivent se former régulièrement auprès d'instituts de formation financière, technologique. Voilà. En gros, voilà, on vérifie que les gars qui sont à la tête de ces boîtes, c'est des gars qui sont honorables, donc d'un Pas de point de vue casier judiciaire, quoi. voilà, pénal, mais aussi, je crois, hein, dis-moi si je me trompe, mais aussi en termes de compétences, on doit quand même vérifier qu'ils font régulièrement des formations et tout ça. Alors, je ne sais pas si ça rentre dans l'honorabilité, mais c'est un truc qu'on demande aussi. Non, c'est ouais, c'est compétence et honorabilité. Ok. Et c'est intéressant de voir qu'au début, compétence, en 2019, ben, c'était apprécié plutôt souplement. Parce que il n'y avait pas de formation. Voilà, donc on pouvait très bien avoir un background qui n'avait aucun rapport avec la finance, la crypto, et être jugé OK par l'AMF. Aujourd'hui, ils creusent beaucoup plus les CV et ils sont beaucoup plus attentifs aux critères de la compétence.
Donc ça, c'est le premier morceau. OK, ça c'est premier point, les dirigeants, OK. Le deuxième point, c'est toujours la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc avoir une politique, des process internes, une classification des risques qui soit cohérent en termes de définition, en termes de moyens aussi alloués par rapport à l'activité du PSAP. Tout ça, c'est toujours relatif, mais voilà, si tu dis au régulateur que tu as 1 million de clients et que tu as un volume de 10 milliards par jour, tu ne peux pas leur dire que tu as un compliance officer. Donc ça, il vérifie les politiques dans le détail, point par point. Qu'est-ce que tu fais si tu as un cas suspect? Quelle procédure est lancée? Quel document tu vas demander? C'est vraiment quelque chose de très, très détaillé. Et les questions sont super précises quand tu as des échanges avec le régulateur. Et en plus de ça, il vérifie les ressources humaines. Et pareil, les compétences aussi des personnes responsables, Mmh. de la personne qui est chargée de déclarer les Alors, soupçons donc auprès de pareil, Trump. pardon, hein, je Ouais. précise un petit peu, de façon, très concrète, donc ce qu'on appelle les process, KYC, AMF, LCBFT. Bon, en gros, AML, ouais, c'est ça. En gros, anti, money laundering, donc c'est lutte anti-blanchiment. Bon, en gros, c'est du KYC déjà, ça c'est sûr. Donc on doit vérifier les utilisateurs. Maintenant, je crois qu'ils ont rajouté le KYT, tu dois aussi tracer les transactions et tout ça. KYB si tu bosses avec des entreprises. Cartographie des risques. Alors en fait, c'est simple, c'est-à-dire que sur un papier, un document, tu vas avoir des risques vert, orange, rouge en fonction des différents types de risques. Les risques en fonction des transactions. Tu vas devoir bosser aussi, ça c'est important que les gens le sachent, hein, tu dois bosser avec des entreprises du secteur qui font vraiment de la traçabilité on-chain. Typiquement, on les connaît, c'est ce chain analysis, score chain, etc. Et en fait, eux, ils vont vérifier que les flux, donc les cryptos qui arrivent, les cryptos qui repartent de ta plateforme, hein, de ton entreprise, eh bien, elles n'aient pas d'une manière ou d'une autre touché des wallets qui sont sur des listes noires, qui appartiennent nommément à des personnes qui sont sur des listes noires, de pays, d'organisations terroristes, etc. Donc en fait, tout est tracé, ça crée un hub en fait de transactions. Et toi, tu dois t'assurer que eh bien, ta plateforme, elle n'est pas impliquée de près ou de loin à toute activité de blanchiment. Maintenant, tu as aussi dans la lutte anti-blanchiment d'argent et financement du terrorisme, tu as la Travel Rule maintenant qui est rentrée en vigueur le 30 décembre dernier. Qui existe déjà hein, dans la finance traditionnelle, mais qui consiste, alors dis-moi si je me trompe, hein, mais je crois que c'est à récupérer et conserver les informations des expéditeurs et récipiendaires des transactions. Donc en fait, on doit savoir à qui appartient les wallets, à qui tu envoies de l'argent et auquel tu reçois de l'argent. Typiquement, moi, quand je reçois des cryptos sur crypto.com, par exemple, eh ben, tout de suite, il m'envoie un mail. Vous devez nous dire à qui appartient le wallet qui vient de vous envoyer de l'argent. Et là, tu dois dire, est-ce que c'est mon propre wallet? Est-ce que c'est le wallet de quelqu'un d'autre? Et tout ça. Et donc ça, c'est entré en vigueur maintenant depuis 5 mois. Donc il y a ça. Il y a l'équipe, quoi. Il y a aussi d'autres trucs intéressants. Il y a aussi un système de remontée d'informations. C'est-à-dire qu'en tant que plateforme régulée, si tu vois qu'il y a une activité suspecte, eh bien, tu dois remonter l'information. C'est comme dans une banque. Tu sais, quand un mec, il gagne le SMIC et là, il touche 20 000, tu dis, bon, c'est chelou, ça, c'est un mouvement inhabituel. Tu vois, ou un mec qui sort trop de cash, ça, c'est inhabituel. Et donc là, on doit eh bien, faire une note. Alors, je ne sais plus comment ça se passe, mais en gros, voilà, tu dois informer tes autorités de tutelle. En France, dans les banques, c'est Tracfin. Dans la crypto, c'est Tracfin aussi ou c'est quelqu'un d'autre? Je ne sais plus. C'est Tracfin aussi. Ça Ouais. s'appelle une déclaration de soupçon. Voilà, Quand tu bravo. as identifié une opération suspecte ou inhabituelle, tu es Ouais. obligé de faire un examen renforcé, donc vérifier s'il y a une explication en fait légitime sur cet élément. Si il te reste un seul soupçon, voilà, même un soupçon minime, tu dois le déclarer à Tracfin, qui est un service de renseignement financier qui va Ouais. creuser pour voir si ça vaut le coup Et donc, d'enquêter. merci beaucoup pour ces précisions, Alexandre. Effectivement, examen renforcé, tout ça, ça y est, les termes me reviennent. On voit que toi, tu baignes dedans. Moi, ça y est, c'est fini. Mais, et donc, alors tout ça, alors j'ai peut-être oublié des trucs. Si, il y a les audits aussi, les audits en cybersécurité, les audits sur Bah oui, l'infrastructure. gros morceau cybersécurité, ça c'est un énorme Et- morceau parce qu'aujourd'hui, tout est, il y a des exigences en cybersécurité assez poussées et l'AMF peut imposer en fait un audit d'un prestataire externe. Donc ça, c'est le gros morceau et le morceau nouveau.
L'autre gros morceau, c'est les fonds propres. Aujourd'hui, tu dois avoir soit une assurance sur tes risques crypto, soit des fonds propres avec un niveau suffisant. Tu as des ratios qui sont prévus. Et le dernier gros morceau, c'est la transparence on va dire, c'est le morceau de droit de la consommation, c'est-à-dire que tu dois avoir des documents contractuels, des politiques de gestion de la relation client, de gestion des réclamations qui soient voilà, conformes aussi aux exigences en la matière. Et alors, ce qu'il faut comprendre d'un point de vue entrepreneurial, alors je ne sais pas si on a fait le tour en listant là de façon un peu erratique hein, les différents items de compliance qui doivent absolument être mis en place. Mais bon, on va dire je crois qu'on a fait à peu près le tour. Franchement, Mais je pense qu'on a fait le tour. Après, tu as toujours ouais. des spécificités liées à chacun des services. Donc, si tu fais de la custody, tu auras des exigences Donc, supplémentaires en la termes custody, pardon, c'est de pareil, mais c'est des conservation. trucs, je suis sûr, il y a des gens, ils ne savent pas ce que c'est. Oui, Hein. c'est vrai. La custody, c'est la conservation de crypto pour le compte d'autrui. Donc, c'est-à-dire que tu proposes de conserver les crypto-monnaies de tes clients. Voilà. Et donc, donc tu es responsable hein, d'une certaine manière de Exactement. leur crypto. Et donc là, tu dois, sauf erreur de ma part, c'est très important, comme dans les banques d'ailleurs, comment dire segmenter, non tu sais, quand tu dis les fonds de l'entreprise et les fonds des clients, tu dois les Oui, ça séparer. doit être séquestré. Ouais, et puis, Ouais, voilà. Je ouais, ne sais plus comment s'appelle le exactement. terme, mais en Ouais, gros, voilà, ouais. tu dois prouver que les fonds ne sont pas mélangés. En gros, que tu ne vas pas piocher dans les fonds de tes clients parce que tu as un problème de trésorerie ou tu ne vas pas utiliser les fonds des clients pour alimenter un autre client. Tout ça, c'est des choses qui se sont faites, hein, on ne va pas se mentir, hein, dans les années 2017, 2018. C'est clair. Voilà, par facilité, par problème de cash, pour certains par filouterie. Voilà, on appellera ça comme on veut. Hein. Mais voilà, donc en tout cas, c'est des choses aujourd'hui qui sont absolument interdites. Et en fait, ils le sont dans le système financier traditionnel depuis toujours. Mais dans la crypto, désormais, il fallait effectivement que ce soit précisé clairement. Et donc, ce que je disais, quand bien même on a peut-être oublié un item, c'est pas grave. Ce qui est important du point de vue de l'entrepreneur, c'est que tout ça coûte énormément d'argent. Énorme, sans parler des frais d'avocat, vos frais à vous là. C'est vraiment la plus petite partie, quoi. Bon, Puis on a alors, quelqu'un de sympathique en face pour échanger, donc c'est disons, la en partie fait, la plus rentable, je pense. pour toi, c'est sûr. Non, mais moi, j'attaquerai jamais un avocat de gagner de l'argent, comme à personne d'autre d'ailleurs. Surtout que c'est un coût qui est nécessaire, Non, mais indispensable. sans Et rire, c'est voilà. vraiment en plus la plus petite partie, je pense. Ok, d'accord. Non, Parce mais c'est que intéressant. finalement, même dans l'accompagnement, c'est un truc à savoir, c'est pas les avocats qui facturent le plus aujourd'hui, ça va être plutôt les consultants qui vont Ouais. établir toutes les politiques de cybersécurité, Ouais. qui Ah vont. bah, un audit, c'est 50 000 balles. Et à la Voilà, c'est fin, ça. le pire, parce que moi, j'ai vécu un audit en cybersécurité sur des infrastructures et des systèmes d'information. Tu les payes. Alors à l'époque, on avait payé, je crois, 30 ou 35 000. Bon, bref. Aujourd'hui, je crois que c'est au moins 50 minimum, peu importe. C'est entre 30 et 70 des infos qu'on m'a données. Et à la fin, il te file un rapport. Et il te donne une petite note, tu sais, vert, orange, rouge, avec les risques. Est-ce qu'il y a des risques importants je ne sais pas comment, c'est quoi les termes, mais en gros, c'est risque minime, risque moyen et risque important. Bon, et alors à ce moment-là, il te donne une liste de préconisations pour régler les risques les plus rouges, voire même les oranges. Les verts, ça va, c'est pas grave. Bon, bref. Sauf qu'après, quand tu as réglé tout ça, il faut que tu repasses l'audit pour vérifier que tu as bien mis en conformité tout ça. Donc, tu repayes. Peut-être pas autant, mais tu repayes quand même. Et donc, voilà. Donc, ça prend du temps. Ça coûte énormément d'argent. Mais c'est indispensable parce que l'ANSSI te contrôle, tout ça. Enfin, c'est normal. Bon, bref. Tout ça pour dire que ça coûte énormément d'argent. On dit que Mika, c'est entre 500 000 et 1 million à l'année. Voilà, en fonction de la taille de l'entreprise. Est-ce que tu confirmes à peu près ce prix-là Oui, c'est ça. Après, il faut avoir En en tête comptant les que ressources humaines, hein, c'est parce ça, qu'évidemment, ce il que faut j'avais bien être clair. précisé. C'est-à-dire qu'un directeur de la Ouais. compliance, il va te coûter, je sais pas, je ne connais plus les prix maintenant, mais c'est minimum 4-5 000 par mois. Après, il faut le charger, il faut le tout ça. Oui, Donc, c'est au moins ouais, rien que 100 lui, K, c'est je pense, 120 K à minimum. l'année, quoi. Ouais, Ouais, c'est ouais, ça. c'est clair. Ouais. Et puis après, tu as les petites mains, les juristes en dessous de lui qui vont s'occuper de tout ça. Puis tu as l'équipe data aussi qui va s'occuper de croiser les données. Et puis tu as les abonnements, tous les Tu as SaaS l'équipe dont tu as technique pour besoin. la cybersécurité.
Voilà. Donc, bref, au total, c'est entre 500 et 1 million. Donc, ça fait une barrière à l'entrée qui est absolument énorme, mais qui est le prix de la sécurité pour les utilisateurs. Attention, là, pour l'instant, on tape. Mais la vérité, c'est quand même que ces process-là permettent de limiter quand même les risques pour les utilisateurs, pour éviter qu'il y ait un FTX, par exemple. Donc, on ne dit pas que c'est mauvais tout ça. Attention, ne nous faites pas dire ce qu'on ne dit pas. Mais la réalité du business, c'est que ça coûte excessivement cher et que surtout, c'est un poids en termes de temps, en termes de ressources, en termes de moyens. C'est un poids qui est sur les fondateurs parce qu'ils risquent aussi d'une certaine manière, il y a un risque pénal sur eux en tant que dirigeants. Ils sont responsables, tu vois. Et qu'en face de ça, ils ont une concurrence qui a la levée 100 millions, 200 millions, 500 millions, 800 millions, 1 milliard, j'en sais rien, qui sont là, Coinbase, Circle valorisé 5 milliards, enfin bref, c'est des sommes astronomiques. Et donc, tu as une concurrence qui se fait. Puis, tu as d'autres pays, comme là, je parlais de Malte récemment, qui a mis en place des process extrêmement précis, qui ont déjà filé 4 on dit agrément, Mika, comment on appelle ça? Licence. Enregistrement, licence. Ok, super. Ouais. Qu'on a déjà filé 4, qu'on n'en a pas filé une seule. Donc, tu as une concurrence à l'intérieur de l'Europe, entre les pays, et puis tu as une concurrence, évidemment, à l'extérieur de l'Union européenne. Comment, toi, avec tes clients, vous appréhendez ça? Et parce que même si toi, tu es dans la partie fiscale, tu parles avec des entrepreneurs. Bon, voilà, tu es dans l'écosystème. Comment ils appréhendent ça? Est-ce que toi aussi, tu as plein de gens qui disent « je vais me barrer de France ». On va en parler, expatriation, fiscalité, réglementation, la transition est faite. C'est quoi ton ressenti là, à chaud là, du moment là, par rapport à tout ça? Là, il y a pas mal, ouais. Enfin, il y a toujours, sur le côté fiscal, en fait, il y a deux choses. Il y a les gens qui vivent en France, qui sont de France, l'opportunité de partir, et les gens qui sont hors de France, qui veulent arriver en Europe. Et là, la fiscalité, ça va être aussi un des critères qu'ils vont prendre en compte pour déterminer le pays d'implantation. Donc pour ces derniers, en fait, on a vu que le fait d'avoir une réglementation claire, ça a permis d'attirer plein de monde. Mais souvent, c'est des groupes qui aujourd'hui décident de structurer plutôt depuis l'Irlande ou depuis d'autres États membres, soit parce que le régulateur financier va plus vite, tu l'as dit, il y a de la concurrence entre les États, soit parce que le régime fiscal est beaucoup plus intéressant et que culturellement, pour un Américain, par exemple, ça fait plus de sens d'attaquer le marché européen depuis Dublin, conseillé par des avocats à Londres, que d'aller sur le continent. Voilà. Après, le côté français qui part à l'étranger, ça, on le voit et ça peut être motivé soit pour des raisons fiscales, soit pour des raisons réglementaires, soit pour un peu des deux. Quand c'est quand c'est motivé par des raisons réglementaires, il faut garder en tête que tout... En fait, il faut garder en tête le champ d'application territoriale de la loi. Déjà, en matière financière, si on va avoir un projet et qu'on va l'immatriculer hors de France, ça ne signifie pas qu'on n'aura plus de réglementation européenne qui s'appliquera. Tout simplement parce que la réglementation européenne, elle va s'appliquer aux personnes en Europe ou hors Europe qui visent le marché européen. Et donc, si je suis une entité immatriculée aux îles Vierges britanniques, voilà, par hasard, et que je vise le marché français, européen, en faisant des publicités ciblées sur les réseaux, en faisant des partenariats avec des influenceurs francophones, et bien techniquement, je pourrais relever de la réglementation européenne et je pourrais me faire taper sur les doigts. Ce sera plus dur de venir me chercher, mais ce ne sera pas impossible. Donc, il faut bien avoir en tête ça. Il ne suffit pas d'immatriculer une boîte à l'étranger pour s'affranchir de la réglementation européenne. Deuxième élément à prendre en compte sur la réglementation, c'est que tous les États membres ne se valent pas. Dire « je pars, je vais à Malte parce que ça va beaucoup plus vite », ça peut marcher, ça peut aller plus vite, mais à terme, ce ne sera pas forcément suffisant. Aujourd'hui, on voit que déjà les partenaires bancaires, tout un tas de partenaires régulés, discriminent les licences MiCA entre les pays d'émission. Une banque, pour travailler avec elle, si tu es un acteur majeur en tout cas, considérera pas une licence MiCA émise par l'Estonie de la même façon qu'une licence MiCA émise par l'Allemagne. En gros, ils valorisent les licences MiCA et considèrent que c'est OK si ça a été émis par les 15 plus gros États membres de l'Union européenne. Le reste, ils considèrent que c'est
c'est le fast track, c'est un peu le Mika discount, quoi. Et donc ça, c'est un point à prendre en compte. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal d'acteurs qui font les deux, c'est-à-dire qu'ils vont dans des pays où c'est facile de l'avoir pour aller vite, mais en même temps, ils continuent des procédures dans des États membres voilà, qui sont plus réputés en termes de réglementation. Et l'Allemagne, c'est pas mal illustré aussi en la matière. Donc ça, c'est pour le côté réglementation. Euh, Quand c'est motivé le départ par le côté fiscal, il faut Euh, aussi... alors, excuse-moi, Alexandre, je vais, avant qu'on parte sur la fiscalité, et on fera nos 10 dernières minutes là-dessus, si tu veux bien, puisqu'on est en Ouais. pleine période de déclaration fiscale. J'ai une petite question dans les commentaires. Est-ce que c'est à vous d'aller chercher l'info réglementaire ou c'est à l'AMF qui vient vous voir et vous dit aujourd'hui une nouvelle règle et c'est comme ça? Question posée comme, voilà, comme on la pense, hein. Tu peux nous dire comment vous êtes mis à jour? C'est à vous d'être en veille, puisque nul n'est censé ignorer la loi. Ou est-ce qu'il y a voilà, un mec de l'AMF qui vous dit bon, à partir de telle date, enfin, comment ça se passe Non, il y a pas de, ils font pas de veille, hein. C'est vraiment la responsabilité des acteurs régulés et de leurs conseils de se tenir à jour. Après, ils publient beaucoup. Si vous allez sur le site de l'AMF, il y a plein d'instructions, de positions administratives qui explicitent les textes, comment ils vont les interpréter, ce qu'ils vont attendre en pratique. Mais ils sont pas proactifs sur le sujet. Ouais. Et aujourd'hui, il faut arriver, quand on demande la licence, avec un dossier nickel. Au début du PSAN, je te disais qu'on s'est formé ensemble. Il y avait beaucoup d'allers-retours, beaucoup d'échanges, beaucoup de calls, une grosse tolérance s'il y avait un truc qui C'est n'allait vrai. pas. Ouais. Aujourd'hui, il faut arriver avec un dossier nickel, sinon, voilà, il descend tout en bas de la pile. Et là, tu sais que tu peux attendre des mois et des mois avant d'être réétudié parce qu'il y a énormément de demandes Exactement. par rapport à des ressources qui sont très limitées. Moi, c'est les retours que j'ai aussi qui fait que bah, voilà, enfin, on n'a pas les moyens d'étudier, ça prend un temps monstrueux. Moi, les gens me disent, on n'a pas de réponse. Donc, Ouais. effectivement, c'est la réalité. Alors, allons un petit peu sur la partie fiscale. On pourrait passer une heure de plus ensemble, hein, tellement ça passe vite, mais le temps file. Alors, fiscalement, donc là, on est en pleine déclaration fiscale. Alors, il y a deux sujets, évidemment. Il y a la fiscalité des particuliers. Donc là, on va en parler un petit peu. Voilà, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, s'ils ont des crypto-monnaies, voilà, rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sûr de ne pas avoir de problème avec le fisc? Le truc le plus important et qui a été le plus négligé, mais c'est pas grave pour le passé, ça va l'être pour l'avenir, c'est de tout documenter. Essayer, sans forcément avoir un tableau Excel consolidé qui récapitule tout, mais être en mesure de retrouver toutes les traces de toutes ces transactions depuis le départ. Je veux pas inquiéter les gens, donc je précise que pour le passé, c'est pas très grave, mais disons qu'à partir de maintenant, à partir de 2025, il faut être super exigeant là-dessus, parce que les choses vont changer fiscalement, les moyens, les sources d'informations à disposition du fisc vont considérablement évoluer et augmenter, et les procédures, en fait, pour redresser, pour taxer, vont se renforcer aussi. Donc, c'est super important de garder des traces de tout. Voilà. Qu'on déclare pas. Vaut mieux déclarer, mais même si on fait le choix de ne pas déclarer, il faut garder une trace, quoi. Oui, parce qu'en fait, en gros, si vous n'avez pas d'informations, le fisc va vous taper au max, quoi. Exactement. En fait, Ouais. l'information, vaut mieux la garder parce que si elle dessert, on la produit pas. Et par contre, si on en a besoin, on est super content de l'avoir. Et effectivement, en fait, en fiscal, le truc fondamental, c'est ce qu'on appelle la charge de la preuve. C'est-à-dire qui doit prouver que quelque chose est inexact. Moi, je déclare que j'ai perçu une plus-value de 10 000 euros. Euh, le fisc me contrôle. Est-ce que c'est au fisc d'apporter la preuve que j'ai perçu plus ou est-ce que c'est à moi de démontrer que j'ai vraiment perçu 10 000? Le principe, c'est que le fisc doit prouver que les déclarations sont minorées. Donc, il doit retrouver des éléments qui permettent de convaincre un juge que j'ai une plus-value supérieure à 10 000. Sauf que dans certains cas, on a un inversement de la charge de la preuve, c'est-à-dire que le fisc peut apporter des éléments. Il peut dire, par exemple, je sais que vous aviez, je sais pas, 150 000 euros de Bitcoin sur un compte Binance en 2017, parce que Binance m'a communiqué les historiques. Il y a des procédures aujourd'hui qui permettent au fisc de partir du principe que ces 150 000 euros, c'est une somme qui a été acquise à titre gratuit. Et de la taxer à 60%, si c'est sur un compte non déclaré. Là, ça inverse la charge de la preuve parce que la personne, si elle ne peut pas prouver d'où vient cette somme, si elle ne peut pas prouver que ce n'est pas une somme acquise à titre gratuit, ben, elle est taxée à 60%. Donc, si on n'a pas d'éléments, si on ne peut pas dire à quel moment on a acheté ces cryptos, à quel moment on les a déposés, on peut se retrouver en difficulté.
Ça, c'est des procédures qui sont assez Hmm. extrêmes, mais qui existent aujourd'hui, qui n'existaient pas l'année dernière. Mais ça va être comme Adopi, hein. Il va y avoir des gros cas qui vont être publiés, à mon avis, où une personne va être redressée de je ne sais pas combien de centaines de milliers, pardon. Quoi qu'en millions, hein, en vrai, c'est tout à fait possible. Ouais. Hein. Et là, effectivement, ça va faire peur aux gens, et je pense que c'est ça qui va les pousser à un moment donné à soit arrêter la crypto, clairement, soit de se mettre en conformité. Mais je veux dire, il n'y aura pas de juste milieu à un moment donné. Alors quand même, peut-être pour répondre, alors pardon si je réponds à ta place, mais effectivement, documenter, ça c'est important. Il y a aussi déclarer vos comptes à l'étranger. Ça c'est un truc tout con, mais c'est Ça, c'est hyper important. fondamental. C'est C'est tout con, fondamental. mais quand on le fait Ouais. pas, franchement, ça crée directement une suspicion du fisc en cas de contrôle, même s'il n'y a rien à cacher. Hein. Le fait de l'avoir oublié, le vérificateur va se dire, il y a un truc bizarre. Donc c'est fondamental de le faire, indépendamment de l'amende qui est de 1 500 €. Par contre, épargné. Ouais. Et ça peut même aller jusqu'à 10 000 €, hein, je crois, l'amende dans certains cas. J'ai Et vu ça même dans jusqu'à, quelqu'un. encore pire, 80% depuis quelques mois du montant redressé. Donc si j'ai fait une plus-value de 10 000 € sur un compte non déclaré, je dois 3 000 € d'impôt. En plus, je peux avoir 80% de pénalité. Mon Dieu. Ok, bon, ça voilà. Sinon, à part ça, quand il y a des plus-values, normalement, c'est flat tax. Au-delà d'un abattement de 305 € sur lequel il n'y a pas d'imposition. C'est ça, il y a toujours un C'est abattement de pas 305. un abattement, c'est une exonération. C'est-à-dire que si tu as vendu pour moins de 305 € dans l'année de crypto, tu n'as pas d'impôt. Si tu as vendu Ah, c'est 306 pas, tu as € de fait crypto, 305 de plus-value? C'est tu as non, c'est vendu moins de vente. 305? Ouais, c'est ça. En gros, si tu as vendu 305 € de crypto avec 304 € de plus-value, tu es exonéré totalement. Si tu as vendu 306 € de crypto et que tu as fait 10 € de plus-value, ta plus-value de 10 € elle est taxée. Ok, ça c'est bon. Ensuite, bon, bah, il faut définir si tu es un particulier ou si tu es un professionnel. Ça aussi, il y a des gens qui se posent la question, comment est-ce que je me définis comme un particulier qui fait du trading vite fait, ou est-ce que je deviens une boîte et là je suis en bénéfices non commerciaux, BNC, je sais pas quoi. Ça aussi, c'est un sujet où c'est quoi c'est quoi? C'est une question de fréquence de transactions, donc nombre de transactions, de montant en jeu, c'est ça les éléments, il y a autre chose. Ça, honnêtement, c'est un gros sujet qui a préoccupé pas mal les contributeurs avec de la crypto pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair. Déjà, un truc fondamental, c'est que ça va concerner une infime minorité de personnes, vraiment des traders super actifs. Donc, si j'ai fait 500 trades dans l'année et que j'ai un boulot à côté, même si j'ai pas de boulot, en fait, il n'y a pas de risque. Il y a un risque s'il y a deux critères qui sont cochés, ils sont cumulatifs. L'ampleur des opérations. Donc, il faut que ça présente une certaine ampleur. C'est vague, il n'y a pas de seuil, mais il faut que ce soit d'une certaine ampleur par rapport au patrimoine de la personne, par rapport au volume de transactions rapporté au portefeuille, qui soit hors du commun. Deuxième critère, cumulatif, il faut la sophistication des moyens. Il faut que les outils, les moyens, les techniques utilisées pour trader soient particulièrement sophistiqués. Type utiliser des instruments de couverture pour couvrir certaines positions, faire, je sais pas, si on fait de l'arbitrage, si on fait des techniques de trading assez précises, là, on a un risque. Et ça, c'est cumulatif. Donc, si on a des opérations d'une certaine ampleur, mais avec des trades spot classiques qui ne traduisent pas d'une certaine compétence en la matière ou d'une certaine formation, il n'y a pas de risque. Ok, très clair. Ouais, vas-y, tu voulais rajouter Non, quelque chose? non, je disais à l'inverse, si on est trader de formation, qu'on a un portefeuille de crypto, qu'on hold et qu'on ne trade pas activement, il n'y a pas de risque non plus. Ok, très bien. Écoute, Alexandre, on n'aura pas le temps de passer sur la partie entreprise. Ce que je te propose, si tu es d'accord, si tu es disponible, c'est que je te recontacte là dans les prochaines heures et qu'on fixe ensemble une petite chronique, une petite demi-heure, dans laquelle peut-être on viendra faire un point sur la fiscalité des entrepreneurs, parce que nous sommes écoutés et regardés par des porteurs de projets qui pour certains, ne se sont pas posé la question. Parce que il y a souvent un parti pris de certains entrepreneurs dans la crypto de dire on verra plus tard. Pour l'instant, Ouais. voilà, je lance mon truc et puis si ça marche, je crée une boîte, je fais voilà. Mais tant que ça marche pas ou tant que c'est comme ça, je la joue. Voilà.
Mais ces gens-là, et je leur souhaite, un jour, leur projet va réussir et là, ils seront confrontés à la réalité de créer une boîte, de se mettre en conformité avec la fiscalité. Est-ce que ce sera rétroactif? Comment expliquer l'apport d'affaires initial de l'entreprise? Bref, il y a plein de l'apport de capital, pardon, pas l'apport d'affaires. Donc voilà, tous ces éléments-là, si tu es d'accord, voilà, je te Ouais, avec recontacte, on plaisir. discute ça Ouais. vite. Et il y a une petite question dans les commentaires pour terminer. Est-ce que les revenus du stacking, alors je précise à Tony, stacking, il n'y a pas de Il y a un C. C, il y a un C en Et trop ouais, là. Ouais. et en fait, et cette erreur, alors c'est devenu ma bête noire, mais je le dis avec beaucoup d'humour évidemment. Stacker avec un C, c'est accumuler. Stacking sat, c'est tu accumules des satoshi. Mais stacking dans le sens mettre en jeu, donc des tokens, ça s'écrit S-T-A-K-E. Voilà, donc c'est sur Twitter, je m'amuse à reprendre ceux qui font la blague, ceux qui font l'erreur, je la fais en live. Alors donc quand même, on va répondre à la question. Est-ce que les revenus de staking doivent être déclarés et très rapidement, comment ils sont fiscalisés? Si tu peux nous répondre. Ouais, mais c'est une erreur qui a un impact fiscal parce que du coup, quand on stack, il n'y a pas de conséquences fiscales. On accumule des cryptos. Quand on stake, effectivement, normalement, il y a de la fiscalité. C'est dur de faire une réponse courte là-dessus parce que on reçoit des rewards et donc, en principe, en appliquant le droit fiscal de manière générale, il faudrait déclarer la valeur d'acquisition de ces cryptos au titre de l'année de réception, même si tu n'as pas vendu tes cryptos. Le truc, c'est que le fisc est un peu flou là-dessus. Ils savent que ce sujet existe. Ils ont plutôt cette position aussi, mais tu as une jurisprudence qui sème un peu le trouble. Donc aujourd'hui, c'est plutôt toléré, je pense, de ne pas déclarer au titre de la réception. Il faut faire comme millésime, il faut stacker du Bitcoin, comme ça on n'a pas le problème. Mais quand on stake, ouais, normalement, il faudrait déclarer réception et c'est compliqué, ça génère pas mal de difficultés. Excellent, merci beaucoup. Salut Millet d'ailleurs, toujours un plaisir de t'avoir dans l'émission. Alexandre, merci infiniment d'avoir pris le temps de venir nous parler un petit peu de toi et puis de répondre à toutes mes questions. Comme d'habitude, il n'y avait pas forcément de ligne directrice, on a parlé de plein de sujets. Mais voilà, je répète, si tu es d'accord, on se fera un petit truc sur la partie fiscalité des entreprises parce que c'est un sujet qui est très important et surtout que aujourd'hui, n'importe quel utilisateur crypto demain peut lancer son projet et peut devenir un builder, comme on dit dans l'écosystème. Donc, c'est sûr que ce sera très intéressant. Merci beaucoup, Avec plaisir. Alexandre. Bah, merci à toi, franchement. Non, je trouve que tu m'as bien recadré, quoi. Tu as bien mené cette interview. On sent que tu es un professionnel, donc c'était vraiment très agréable. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. C'est très apprécié, surtout que tu en as fait des émissions, j'ai vu des podcasts, etc. Et c'est bien. Et Oui, c'est c'est dur de cadrer, mais je trouve que tu as bien gardé le fil, quoi. C'est facile de partir voilà, dans tous les sens. ça s'est bien passé. Merci encore, Alexandre. Je te libère et puis je te souhaite plein de belles choses pour la suite et à très très vite sur la chaîne. Je t'écris en privé. Bye. Salut, Jérémy. Bye. Salut, Alexandre. Bye Au revoir. bye. Bien, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses, que vous avez apprécié cette interview. Si c'est le cas, les amis, je vous invite toujours évidemment à mettre un like, mettre un commentaire, à partager la chaîne, à vous abonner. Tout ça ne vous coûte rien, mais pour nous, ça nous apporte beaucoup. Par ailleurs, vous pouvez, si vous le souhaitez, participer à contribuer à GM Web3 grâce au Tipeee que nous avons lancé il y a maintenant quelques semaines et qui vous permet à partir d'1 € de nous payer un café ou de participer aux différents frais de l'émission et qui nous permet de continuer à conserver cette liberté éditoriale qui nous permet d'inviter qui on veut, quand on veut et de parler de tous les sujets que l'on veut sans parti pris et sans être tenu par des sponsors qui s'ingéreraient dans la ligne éditoriale. Et en parlant de sponsors, je reparle évidemment de l'école Alira qui nous soutient sans jamais, d'ailleurs, je vous le dis, s'ingérer dans la ligne éditoriale de l'émission, ni en nous imposant des sujets, ni en nous empêchant d'en traiter tel ou tel, ni en nous imposant un invité ou quoi que ce soit. Nous avons même invité récemment Bilal de l'école BBS concurrente et évidemment,
ça n'a fait absolument aucun débat. Et cette liberté, elle est fondamentale dans GM Web3 pour continuer à vous informer sur ce qui se passe dans l'écosystème et à donner la parole à celles et ceux qui font le Web3. Donc, merci à nos partenaires, merci à vous qui participez au Tipeee et aussi évidemment à celles et ceux qui nous écoutent chaque matin dans l'émission. Bien, on va maintenant passer